Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Canal 3 Bénin. C'est l'heure de faire le point de l'actualité en cette mi-journée pour entamer justement cette nouvelle aventure hebdomadaire d'information. Encore une fois, bienvenue, voici les titres. Nous allons directement à Nati Tengu découvrir le contenu du contrat qui lie souvent les propriétaires de motos et ceux à qui ils la concèdent pour faire du taxi moto en vue de rembourser. Entre 10 et 13 mois suivant la valeur de la moto en jeu, les bailleurs fixent un montant à rembourser dans un contrat sous seing privé que nous découvrons juste au début de ce journal. Une vieille étude réalisée depuis 2017 et portée à l'attention des acteurs du monde des affaires établit clairement qu'il vaut mieux pour le développement des jeunes entreprises au Bénin faire la promotion des crédits informels et familiaux. Un paradoxe, et pourtant c'est une réalité, présentée par Dr Nadège Djossou que vous avez sur les images, à découvrir dans ce 13h. Il s'éteignait alors que l'institution dont il a été le premier président renouvelait son équipe dirigeante. Raphaël Loko a eu les derniers hommages samedi dans une église catholique à Cotonou. Il avait 93 ans quand il fermait les yeux définitivement à la lumière de ce monde le 11 janvier dernier. Le tout premier président de la CCIB a eu les derniers hommages. Donc retour sur ces images et les parcours de normes dans ce 13h. Merci de prendre le rendez-vous de l'information avec nous. Comme je le disais, au début, vous êtes à Nati Tengu et vous voulez avoir une moto à vous. Pas besoin d'avoir des centaines de mille francs CFA. Il faut juste respecter deux conditions. Eh bien, être d'abord, je dois dire, jeune et très engagé, disponible pour faire du taxi moto et surtout être prêt, en tout cas à tenir sur un an en remboursant un montant qu'aura fixé le propriétaire pour solder le compte. Mais la chance, ce n'est pas, en tout cas à tous les matins qu'on l'a, comme l'ont d'ailleurs confié à notre reporter dans ce reportage. Et Régis Hippolyte Agossou restait curieux sur le coup. Meda Cristiano, conducteur de taxi moto à Nati Tengu, vient ainsi, comme prévu, payer le fruit de son travail de la veille au propriétaire de la moto qu'il conduit. Comme lui, ils sont nombreux, ces conducteurs de taxi moto, à se greffer à des particuliers qui leur achètent des motos qu'ils conduisent suivant plusieurs sortes de contrats. On fait le contrat avec des émigrants et ils cherchent à se débrouiller dans la vie. Moto qui va coûter 420 000, on donne ça à 11 mois. Moto qui coûte 500 000, on donne ça à 12 mois. Moto qui va coûter 600 000 comme ça, on donne ça parfois à 13 mois comme ça. Des durées contractuelles au cours desquelles le conducteur a l'obligation de payer son propriétaire, soit par jour ou par semaine. Il y a un cahier qui est tracé à propos. Donc dès qu'il vient, le cahier est noté en même temps. Donc le nombre de jours qu'il a eu à travailler. Si c'est par jour qu'il doit pouvoir payer, dès qu'il vient avec 2 000 francs, on note 2 000 francs, on met la date. Ici, le propriétaire aussi signe. Si c'est par semaine, il vient avec son agent, il fait le point des 6 jours, donc ça fait 12 000 francs. Et dès qu'il vient, on met les 12 000 francs et on met la semaine dans laquelle il est venu payer son agent et puis les deux parties signent. Il y a plusieurs sortes de contrats qu'on fait souvent avec nos propriétaires. Il y a d'autres contrats où le propriétaire exige que tu amènes l'argent tous les soirs. Il y a d'autres, si vous entendez bien, il te dit par semaine. Bon, chez moi, c'est une moto neuve et j'ai pris ça. Le contrat, c'est sur 11 mois. Et par jour, ça fait 2 000 francs. Donc, en terminant les 11 mois, la moto te revient. Mais avant cette étape, le conducteur de taxi moto rencontre assez de problèmes. Vraiment, il y a le moment que ça rate. Avant, c'était mieux. Pour maintenant, là, vraiment, ça ne va pas. Quand ça rate, on est obligé d'approcher au propriétaire pour s'entendre. Mais il y a certaines qui s'entendent, mais il y a certaines qui ne s'entendent pas. Parce que quand c'est trop, ça va jusqu'à, si c'est 14 000, une semaine, il va accepter. Mais si ça va jusqu'à 28 000, le propriétaire n'accepte pas. Ce n'est pas facile de trouver les 2 000 francs la journée. Parfois, on n'arrive pas à trouver parce que si la moto est tombée en panne, tu ne peux pas t'en sortir et trouver les 2 000 la journée.
Et parfois, certains propriétaires sont obligés de faire recours à la police. J'ai eu des problèmes avec un de mes clients comme ça. J'ai appelé des amis, on a essayé de discuter, ça n'a pas marché. J'étais vraiment, sincèrement obligé, contre moi, j'étais vraiment obligé de lui prendre une convocation pour qu'il puisse aller prendre un engagement devant un officier de justice pour qu'on puisse régler cette affaire. Heureusement, on est allé, c'est vrai, ça n'a pas du tout été facile, mais pas fini, il a pu régler l'affaire, on a mis un terme à ce contrat. Mais il faut reconnaître que certains propriétaires de mauvaise foi aiment à rompre sciemment le contrat avec les émigrants en guettant une simple peccadille. Il y a certains même, il va arrêter un mois. Et quand il reste, le propriétaire va te coincer. Le jour que tu vas rater, en même temps, il prend la moto. Or, tu as déjà fait 9 mois. Donc, toi, le conducteur, tu es en perte. Et c'est la même moto, il va arranger pour aller donner une autre. Et si le propriétaire prend la moto, parfois, on va même pour le convoquer. Et arrivé au commissariat, les policiers, ils voient un peu l'affaire, comment on peut régler. Parfois même, le commissariat garde même la moto et on nous dit d'aller souvent s'entendre et revenir les voir. Et pourtant, c'est une bonne affaire qui devrait profiter aux deux parties. C'est une très bonne affaire en fait. Quand les gens respectent vraiment les clauses du contrat et qu'ils sont à jour au niveau du paiement. Si tu arrives à respecter ton contrat, la moto devient ta propriété à la fin du contrat. Si le ZIM fait bien, si la moto que tu vas payer à 420 000, tu as au moins 240 000 de bénéfices. À la fin du contrat, tous les documents originaux de la moto sont remis au conducteur de taxi-moto qui en devient légalement propriétaire. Plusieurs jeunes sans travail stable s'adonnent à ces genres de contrats ici à Nati Tengu. Pour eux, c'est une autre forme d'achat de moto quand on sait qu'il est difficile aujourd'hui d'avoir les moyens pour se procurer une moto neuve. Compliqué en effet. Merci beaucoup à Régis Hippolyte Agos. Retour à Cotonou maintenant. La Belge lagunaire change progressivement de visage. C'est le constat qu'est allé faire une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin la semaine écoulée. En lieu et place des ordures qui encombraient, on a de vastes étendues de terre libérées sur lesquelles veillent désormais les forces de défense et de sécurité. L'idée du tas de déchets relève désormais d'une autre époque. Reportage. C'est du matériel lourd qui est ici déployé pour assainir la berge lagunaire, désormais débarrassée de ses occupants. Les montagnes de tas d'ordures qui jadis occupaient l'espace laissent désormais place à de la terre jaune convoyée sur le site pour le remblayage. L'opération se déroule sous la supervision de la police républicaine et de l'armée. Tout acte d'incivisme est systématiquement puni par les hommes en uniforme. C'est le cas de ces émigrants qui a eu la maladresse de régner sur l'espace en cours d'aménagement. Pour les décourager, il le coupe d'une corvée de quelques heures. C'est la preuve que plus rien ne sera comme avant. Du côté des vendeuses autrefois installées le long de la berge lagunaire, le projet d'assainissement initié par le gouvernement offre un meilleur paysage. Tout en appréciant la qualité des travaux en cours, elles exhortent les autorités à revoir leurs conditions de commerce. Nous apprécions la qualité du travail qui se fait, mais il ne faudrait pas qu'on nous casse et que l'espace reste non valorisé. Dès que la voie sera réfectionnée, nous allons bien vendre. Nous soutenons le projet d'assainissement de la berge lagunaire en cours, mais nous supplions l'autorité de penser un peu à nous. Depuis le démarrage des travaux, nous ne vendons plus comme cela se doit. Sinon, c'est un bon projet. La présence des policiers et des militaires sur le site dissuade les curieux et les récidivistes. Aucune vendeuse ne peut aujourd'hui oser franchir la ligne définie et l'insalubrité qui régnait en maître aux abords de la lagune n'aura plus droit de citer. C'est un paradoxe qui laisse quelque peu songeur. Les crédits informels et familiaux impactent positivement mieux les entreprises de jeunes que toute autre forme de crédit, notamment formel. C'est une vieille étude de 2017 qui l'a révélé. Et les impacts tiennent compte aussi, autre détail important, du sexe du patron de l'entreprise définie. Beaucoup d'informations assez intéressantes partagées par Dr Nadège Djossou à une conférence publique qu'elle a animée vendredi. Clément Tchadé y a pris part avec beaucoup d'attention. Voici son reportage. Cette
Face à ce public composé d'universitaires et des acteurs du monde professionnel, Nadège Djossou planche ici sur un thème d'actualité, le rôle des crédits dans la performance des entreprises des jeunes au Bénin. Dans une démarche méthodologique essentiellement scientifique, la jeune docteure de l'École nationale de la statistique présente à cette occasion les résultats d'une étude sur la thématique. Une étude réalisée par une équipe locale de chercheurs du PEP, Partnership for Economic Policy. Les premiers résultats révèlent avec précision l'impact des crédits sur les performances des PME. Cette étude que nous avons réalisée depuis 2017 a pour objectif d'étudier l'impact de l'accès au crédit, des différents types de crédits formels, informels et familiales sur la performance des entreprises appartenant aux jeunes au Bénin. Et les résultats de cette étude nous ont amené aux conclusions que les crédits informels et familiaux ont un impact beaucoup plus significatif sur la performance des entreprises appartenant aux jeunes au Bénin. Ces niveaux d'impact se différencient selon le sexe, les femmes et les hommes, et aussi de la catégorie d'âge des entrepreneurs. On ne va pas demander de promouvoir le crédit informel, mais c'est d'essayer de réglementer ou bien amener les institutions de microfinance formelles à pratiquer un peu et à aller ou bien à trouver une réglementation qui puisse favoriser l'accès un peu comme les crédits informels. Surtout pour les jeunes entrepreneurs qui veulent commencer les startups, qu'ils aient beaucoup plus de facilité à avoir des crédits, parce qu'on a remarqué que c'est surtout au début de l'entrepreneuriat qu'ils ont vraiment recours à ces types de crédits. Il est donc clair que l'accès au crédit formel ou informel joue un rôle important dans la performance des PME de la jeunesse au Bénin. Les 4 chercheurs plaident ainsi pour des politiques visant à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes tout en incluant les mesures de facilitation d'accès au crédit formel ou informel. Les perspectives, c'est d'essayer de continuer la dissémination, faire connaître les résultats de cette recherche aussi bien au niveau national, et ce qu'on a fait aujourd'hui, et ensuite au niveau international, c'est-à-dire dans les semaines à venir, le working paper sera publié sur le site du PEP, et ensuite on va passer à la publication dans une revue scientifique de l'article. Et je dirais merci beaucoup au réseau Partnership of Economic Policy qui a vraiment contribué à la formation de beaucoup de chercheurs. Moi, c'est ma 2e participation à une équipe de recherche PEP. Et j'ai été beaucoup formée par eux. Je suppose que ça va encore continuer. Et je souhaite que beaucoup de chercheurs béninois participent davantage à ce programme. Les scientifiques du projet canadien PEP proposent donc cette thérapie pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat. À cet effet, ils demandent aux décideurs d'inciter des politiques publiques souples en matière de financement des PME. Nadège Djossou et son équipe plaident par ailleurs pour un examen des contraintes actuelles afin de trouver des solutions adaptées. On va rester dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais nous intéresser surtout au secteur privé avec l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, une PES, qui est une association née de la volonté des promoteurs des écoles privées d'enseignement supérieur de mettre de l'ordre dans leurs méthodes de fonctionnement. Ceci vise un encadrement supérieur de qualité. Le creuset a été mis sur pied au bout d'une assemblée générale tenue la semaine écoulée à Cotonou. Wahab Ali Bara. C'est sans doute un nouveau soleil qui se lève sur l'école béninoise. Après les moments de divergence de points de vue et de stratégie des fêtières des établissements privés d'enseignement supérieur, eh bien, les responsables ont décidé de parler désormais d'une même voix. Et cela se matérialise par cette élection du nouveau bureau présidé par Charles Couffin. Les défis que nous avons à relever sont nombreux. Et ces défis, nous devons nous unir ensemble pour les relever. Le premier de ces défis, c'est comment mobiliser notre collaboration ensemble, notre action collective pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont ceux de notre association. Et l'un de ces objectifs que nous avons relevé tout à l'heure à travers les statuts, le règlement intérieur, c'est la promotion d'un enseignement supérieur de haute qualité. Nous devons montrer quotidiennement que nous sommes à la hauteur
de réaliser ce défi. Le deuxième défi que nous avons à relever, c'est comment restaurer l'image qui a été ternie de nos établissements privés d'enseignement supérieur. Nous avons également comme défi à relever la communication. La communication à l'endroit de toutes les institutions nationales et internationales qui doivent collaborer avec nous dans le cadre de la réalisation de notre mission qui est celle de la création, la diffusion et la diffusion du savoir de haute qualité dans la cité. Et je peux vous assurer que cette mission est une mission noble. L'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, UNEPES, a donc d'énormes défis à relever. Les membres du bureau comptent sur la Fédération des énergies et le soutien des promoteurs pour atteindre les objectifs. Et le patron de Gaza Formation, fraîchement envoyé au Conseil national de l'éducation, ne marchande pas sa disponibilité. Je savais que tous ensemble, nous allons aller dans la même direction et nous y sommes arrivés. Vous avez soulevé tous les défis qui nous attendent. Je crois, avec votre détermination, notre détermination, nous tiendrons encore le pari et ce serait un exemple surprenant pour tous ceux qui ne s'y attendaient pas. Je vous remercie par avance de l'effort que vous allez faire pour vaincre les difficultés qui nous attendent. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et c'est en cela que votre tâche est lourde. Le nouveau bureau est composé d'une dizaine de membres et l'Assemblée générale qui a consacré leur installation a également permis de travailler sur les statuts et règlements intérieurs de l'Union. Voilà, on va continuer à parler de l'actualité dans le monde de l'enseignement supérieur et évoquer ces journées scientifiques à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées ENSBA de Dassazoumé. Pour une première du genre, les participants ont réfléchi sur les biosciences au service du développement. Un thème décliné en 137 communications partagées sur 2 jours entre les amoureux de la recherche venus des universités nationales du Bénin et de l'université nationale professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. Imet Hélène Amoussou pour le point. La rencontre regroupe divers acteurs scientifiques des différents campus universitaires du Bénin, mais aussi de l'université Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a été l'occasion pour les responsables de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENSBBA de Dassazoumé, de présenter les résultats issus des recherches de ces différents laboratoires. Dénommées journées scientifiques, ces premières assises intellectuelles qui interviennent après les 2 années d'existence de l'école constituent pour les organisateurs un rendez-vous de partage. Nous sommes une jeune école créée en 2018 et nous avons pour mission de former. Nous avons aussi une mission de recherche. Et qui dit recherche impacte le développement. Et lorsque vous faites de la recherche, vous devez faire savoir ce que vous faites. Vous devez publier vos résultats de recherche, mais vous devez trouver aussi des creusets d'échange de vos résultats, creusets scientifiques. Avec pour terme les biosciences au service du développement, les échanges visent à convaincre la communauté scientifique extérieure des impacts de développement engendrés par les travaux des recherches effectuées dans le domaine de prédilection de la jeune institution. Outre le monde des observateurs, ces journées scientifiques vont aussi permettre à l'ENSBBA de s'ouvrir à des collaborations tant au plan national qu'international. La vision de cette première rencontre d'échange et de partage de savoir dans le domaine des biosciences et des biotechnologies est de placer l'UNSTIM sur le sentier du développement prioritaire des formations en STEAM en s'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication en éducation et de faire accroître la qualité des offres de formation pour l'employabilité des apprenants et le développement économique du Bénin. Avec donc 137 communications réparties sur 2 jours, je suis rassuré que ces journées scientifiques
qui réunissent 118 participants. Tout cela présage d'une qualité exceptionnelle des travaux que nous aurons. Jeune entité sous tutelle de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'UNSBBA a pour mission de former des techniciens compétents capables de répondre efficacement aux problèmes auxquels font face l'humanité en ce 21e siècle. Après Dassazoumé, d'autres entités de formation de l'Université d'Abomey vont aussi tenir des journées scientifiques. Ces différentes rencontres d'échange seront clôturées par un colloque international, lequel sera porté par l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques, UNSTIM d'Abomey. De Dassazoumé à Djougou, la route peut être rapide. En dépit du temps, de la modernité et surtout de son âge, les 80 ans révolus, Alimatou Moumouni, une vieille accoucheuse à la traditionnelle, tient son service avec soin et respect scrupuleux de la tradition dont elle a hérité. Nous sommes à Tossaou, petit village pauvre et déshérité de Barienou, dans la commune de Djougou, où la vieille octogénaire aide à donner naissance à des vies à domicile dans un décor sommaire et rustique. Mais ce n'est pas ce qui empêche les bébés d'y pousser leur premier cri. Ils sont estimés entre 30 et 40 à y voir le jour, sous la maîtrise confirmée de nombreux témoignages d'une science qui tient pratiquement du mythe. Même la science moderne lui fait parfois recours, nous apprend-on. Quand la tradition enseigne un peu de sa connaissance à la modernité, une enquête portrait signée Alassane Arona et Sahabi Idrissou. Dame Alimatou Moumouni dit Nyaope. C'est le nom de cette octogénaire spécialisée dans l'accouchement traditionnel à Tossaou, un village de l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou. De son domicile familial, elle aide les femmes gestantes à donner la vie suivant une méthode traditionnelle endogène héritée de ses géniteurs, autrefois reconnus dans le traitement de diverses pathologies. Les traitements que moi je donne ici, je les ai hérités de mon feu grand-père et de mon père qui m'ont toujours dit que la mort existe. C'est ainsi que j'ai commencé depuis le temps du président Hubert Maga. C'est cette chambre à peine éclairée qui lui sert de salle d'accouchement. À l'intérieur, pas de table d'accouchement comme dans les maternités publiques, si ce n'est ce tapis dressé à même le sol, du coton et des gants. Lorsque la femme est en travail, elle est aussitôt installée sur ce tapis et prise en charge par Diaope. Quand une femme va à l'hôpital et qu'elle est déjà à terme, lorsqu'il y a de complications, elle peut accourir vers moi. Et lorsqu'elles viennent vers moi, s'il n'y a pas de complications, je les envoie directement, je les installe dans la salle d'accouchement. Mais au cas où il y a de complications, je leur donne un produit pour soulager la complication. Des cas les plus simples aux plus compliqués qui nécessitent parfois la césarienne, Dame Alimatou ne recule devant aucune situation. C'est avec ce produit que j'arrête aussi les hémorragies qui surviennent parfois après les accouchements. Ce produit que j'utilise, mélangé au lait pic, permet de coaguler au fait le sang. Parfois même, les femmes référées à l'hôpital de zone font recours aux prestations de cette accoucheuse. Toute femme qui vient ici est d'abord soumise à une consultation théorique. Lorsqu'elle ressent des douleurs, un traitement lui est administré selon le cas. Des décoctions pour certaines, cette poudre noire pour d'autres. Il y a des femmes, même parfois, qui fuient les interventions chirurgicales à l'hôpital et elles viennent vers moi. Mais ici, lorsqu'elles viennent, je les délivre facilement. Je peux leur préparer une sauce ou bien une boisson. Et lorsqu'elles prennent, ça leur permet d'être délivrées très facilement. Aujourd'hui, les taux de natalité enregistrés chez Nyaope sont en moyenne de 30 à 40 naissances par mois. Des taux qui impactent
sur les indicateurs d'accouchement du centre de santé de Bariénou. Elle contribue aussi à la baisse des indicateurs de l'accouchement au niveau de notre formation sanitaire. Les statistiques ne sont pas les meilleures et c'est à cause de son acte qu'elle pose. Chez Dame Alimatou, toutes les naissances sont déclarées sur une fiche et enregistrées sur un registre qui est aussitôt transmis à l'arrondissement. Effectivement, avec la dame de Tossaou, Niaokwe, nous recevons des déclarations. Chaque 2 semaines, nous recevons une vingtaine, quinzaine. Bon, ce n'est pas un nombre qui est exact. Parfois 26, parfois 25. Donc, et le mois, ça avoisine une cinquantaine environ dans l'année. On peut recevoir jusqu'à 300, voire 300 et quelques. C'est depuis cette année on a commencé par enregistrer donc, les accouchements. Bon, avant même l'enregistrement, c'était des centaines de naissances que nous ne savions pas, qu'on n'a pas enregistrées. Bon, maintenant, avec l'appui du CA et du major donc, du centre de santé de Bariénou, on a maintenant les fiches de déclaration. Donc, une fois, quand la femme finit d'accoucher, elle apporte son carnet, donc on l'enregistre. Et on les contraint donc, à donner tous les renseignements nécessaires. Membre très active de l'association des guérisseurs traditionnels de Djougou, Niaokwe s'illustre par la diversité des services qu'elle offre aux populations. Au-delà des naissances, elle traite également des cas de stérilité chez les femmes et les hommes. Grâce à ces soins, des centaines de femmes sont mères d'enfants. Oui, j'ai 4 enfants. C'est chez maman que j'ai fait mon accouchement. Si on veut accoucher, maman nous donne les produits d'abord. Aujourd'hui, ces compétences vont même au-delà des frontières de la commune. Les femmes de Natitengou, de Parakou, de Cotonou, de Ouaké, d'un peu partout, viennent ici pour des accouchements. Et ça se passe sans problème. Avec l'aide de Dieu, elles se délivrent sans aucun souci. Les compétences de Dame Alimatou et sa passion à donner la vie lui ont valu une distinction du coordonnateur communal de la santé de Djougou qu'il a même installé à la maternité de Bariénou. Mais ce partenariat ne durera que l'instant d'une glace au soleil. Les autorités de la zone sanitaire ont même essayé de l'intégrer dans le personnel du centre de santé pour qu'elle travaille avec la sage-femme. Mais compte tenu de la rémunération, vraiment, elle n'a pas accepté. Parce qu'elle a vu que là-bas, elle gagne gros. Ici, on peut donner peut-être 30-40 000 par mois. Elle trouve que c'est peu. Et elle est retournée chez elle. Si j'ai quitté le centre de santé, c'est parce que là-bas, c'était un peu difficile. Je ne gagnais presque rien. On m'a utilisé pendant presque 6 ans sans rien me donner. C'est pourquoi je me suis retirée. Une fois à domicile, Dame Alimatou se sent plus à l'aise. Mais avec le poids de l'âge, elle prépare déjà la relève. En plus de son fils cadet qui se charge de collecter les feuilles et les racines qui entrent dans la préparation des décoctions, sa belle-fille apprend à ses côtés. S'il y a une femme enceinte qui vient, elle seule elle ne peut pas. Si elle porte les gants, la femme va pousser. S'il y a quelque chose pour la maman qui va les gêner, là, je peux lui donner. Elle peut dire donne-moi l'eau. Il faut donner la bouillie à la femme enceinte. Il faut faire tel ci, il faut faire tel ça. Jusqu'à moi-même, j'ai commencé par faire une information de l'hôpital. Comme la maman m'a dit que je vais l'aider là. Elle a dit qu'il faut que je trouve un papier. Si un jour, il part pour me laisser, pour que moi-même je puisse faire. J'ai fait une formation à 4 ans en aide-soignante. Donner la vie et sauver les femmes reste la vocation première de Dame Alimatou. Une vocation sacerdotale que saluent ici ces femmes qui ont bénéficié de ces soins. Quand on vient ici, on ne dépense pas beaucoup. C'est pour ça qu'on vient ici. Elle travaille bien. L'hôpital là, c'est cher. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller là-bas.
Aujourd'hui, l'octogénaire fait la fierté de tout Bariénou. C'est une dame sympathique et disponible parce que depuis que nous sommes ici, chefs d'arrondissement, les témoins qui viennent font état de ce que, quel que soit le type de personnes, le type de femmes qui viennent, quelle que soit l'heure à laquelle les gens viennent vers elle, elle est toujours disponible. Elle est prompte dans son accueil, ce qui fait que de partout, les femmes accourent vers elle. Mais dans cette volonté de sauver des vies, les difficultés ne manquent pas. On n'a pas de salle d'hospitalisation ici. Lorsque les femmes sont nombreuses, ça devient un casse-tête pour moi. Malgré toutes ces difficultés, l'accoucheuse traditionnelle poursuit ses activités de guérison et de délivrance des patients. Aujourd'hui, elle ne demande qu'une seule chose, le soutien des bonnes volontés et des autorités à divers niveaux pour améliorer ses conditions de travail. Une maternité à la traditionnelle, comme vous avez pu le découvrir. La vie, donc, qui naît dans ce petit village, suivant les traditions héritées de façon transmises de mère à l'enfant. La vie donc, qui d'ailleurs nous fait penser aussi, mesdames et messieurs, à la mort. Et parlant justement de cette désolante, elle a fauché, qu'il vous souvienne, le tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. C'était le 11 janvier dernier que Raphaël Loko a quitté cette terre dans sa 93e année. Une messe a été dite à Cotonou en sa mémoire avant qu'il rejoigne sa dernière demeure samedi. Loïc Gaba. C'est ici, à l'église Saint-Michel de Cotonou, que Raphaël Loko reçoit ses derniers hommages. Parents, amis et anciens collaborateurs de l'illustre disparu ont tous répondu présents. Ce rendez-vous d'adieu au tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin reçoit l'onction de l'Église catholique à travers une messe célébrée par Monseigneur Cléfeliro, évêque de Kandy. Dans son homélie, le prélat insiste sur la bonhomie de l'illustre disparu, sa constante volonté à faire du bien autour de lui et son amour pour le travail bien fait dans l'ultime simplicité. Il exhorte l'assistance à suivre l'exemple de cet homme qui a occupé plusieurs hautes fonctions au Bénin et dans la sous-région, mais qui est resté humble toute sa vie. Parmi les invités, ceux qui l'ont connu de diverses manières et ceux qui lui emboîtent les pas. Il est un membre fondateur du Rotary Club de Cotonou-Lagune, parce que lui était membre du Rotary Club de Cotonou et il fait partie de ceux qui ont été dépêchés du Rotary Club de Cotonou pour aller former le Rotary Club de Cotonou-Lagune en 1985. Et il a toujours été un membre assidu de notre club. C'est-à-dire que les dernières fois où nous ne l'avons pas vu datent de moins de 3 mois. C'est-à-dire que nous tous, nous avons encore avec nous le sentiment que le Raphaël est encore à côté de nous. C'est un monsieur qui, malgré ses 92 ans, 93 ans, est un monsieur correct, sympathique et très, très jovial. Le président Loko, vous l'avez connu, c'était le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mais moi, c'est mon président, le président de mon association, l'association des industriels du Bénin, ASNIB, qui a été mis sur les fonds baptismaux le 11 janvier 1979. Il en est le président, il en a été le président. Il est mort président il a fait près de 30 ans, 35 ans, et c'est volontaire. J'en étais le vice-président, mais vraiment, que Dieu l'accueille dans son royaume. Veille sur les siens. Je dis veille sur les siens et tous ceux qui lui sont chers. C'était un homme, un grand homme. Nous sommes vraiment émus, de compassion et nous sommes aussi émus parce que c'est un grand homme qui nous a quittés et c'est pour cette raison que je suis là avec tout mon bureau pour souhaiter nos condoléances à la famille éplorée. Membre du Rotary International, Raphaël Loko était également père fondateur de EcoBank Transnational Incorporated et membre fondateur de la Conférence internationale sur le commerce et le développement des Nations Unies.
Administrateur de Total puis de MRS, Rafé Loko est membre fondateur et président d'honneur de l'Association nationale des industriels du Bénin, conseiller de la Fédération des associations des industriels de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'il faut le plus retenir de l'illustre disparu est qu'il fut le tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Voilà, on va dire paix à l'âme de ce grand homme. Mesdames et messieurs, en dehors de ce reportage sur justement les derniers hommages à Rafé Loko, qui a été, vous l'avez entendu, le tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. On a parlé dans ce 13h de ce contrat sous sein privé entre des jeunes à Nati Tengou et des propriétaires de motos. C'est pour, au bout d'un an, acquérir la moto en question. À partir justement de cette activité de taxi-moto, vous aviez suivi le reportage de Régis Hippolyte Agossou. Et puis, on a découvert cette accoucheuse à la traditionnelle à Barienou. C'est pour une première que ça fait l'unanimité, en tout cas une activité traditionnelle. Là-bas, elle aide à accoucher à domicile. Entre 20 et 30 bébés voient le jour par mois. Dans ces locaux, vous avez pu le voir, qui sont assez rustiques et très, très sommaires. Encore une fois, c'est la fin de ce 13h. Merci d'avoir été là. J'ai eu du bonheur à vous présenter cette édition. Le prochain rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin, c'est à 16h, ce sera le bulletin. La grande édition Vespera, c'est à 19h30. Et puis la dernière édition, le dernier rendez-vous, à 22h30 pour d'autres informations. D'ici là, vous portez très bien. Rendez-vous pour moi demain à partir de 13h. Je serai aussi à la présentation.